Guillaume Farvac, bonjour. Bonjour Et Pascal. voilà, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette petite émission qui s'appelle Le temps d'une pause café. J'ai voulu donc vous rencontrer parce que vous êtes le tenancier de la Maison du Peuple ici à Dautigny. Et on peut voir que vous avez été impacté directement par les mesures sanitaires. Euh, alors d'entrée de jeu, pourquoi je suis venu vers vous? Parce que j'aime beaucoup votre discrétion et votre justesse dans vos propos. Et donc j'avais à cœur de vous rencontrer pour que vous puissiez me faire part de votre expérience et de votre ressenti par rapport aux mesures qu'on vous a imposées, notamment la fermeture de votre établissement. Oui. Alors avant tout, merci pour l'initiative. Ça fait aussi du bien d'avoir cette impression d'être écouté. Euh, comment dire? Difficile. Je pense que c'est vraiment le terme adéquat. Difficile, vraiment difficile à vivre. Autant évidemment, inévitablement, le contexte sanitaire est prioritaire, bien d'accord. À côté de ça, professionnellement, l'impact est là. Humainement, l'impact est là également. Donc on vit vraiment très mal cette crise et je pense que l'ensemble du monde indépendant, et pas que, hein, et pas que, mais enfin, on est là pour parler des indépendants et de l'ORECA peut-être un peu plus particulièrement, le vit de manière très rude, vraiment très très rude. Euh, Encore une fois, on comprend les mesures, mais on ne travaille plus. On est arrêté du jour au lendemain, en comprenant bien encore une fois, mais en vivant directement tout cela. Euh, on se retrouve du jour au lendemain d'une activité très prenante, très prégnante sur notre vie personnelle, euh, qui cesse. Voilà. Du jour au lendemain, c'est vraiment la cassure brutale avec toutes les conséquences économiques, psychologiques même, je dirais, familiales que ça peut avoir. Être indépendant, dans l'ORECA, ça a pour conséquence, je le dis souvent, d'avoir un mode de vie particulier. Tout est lié. On arbore finalement notre vie sociale, familiale, autour du commerce, autour de la vie liée à notre petite entreprise. Mais ça conditionne vraiment notre vie au quotidien, tous les jours, 7 sur 7, de 8h du matin à 23h au soir. Euh, on construit notre vie là autour. Et encore une fois, du jour au lendemain, ça se casse la figure. Effectivement, au niveau de la famille, ça a un impact, ça a vraiment un impact dur. J'ai déjà utilisé le terme, mais vraiment, c'est d'une violence assez conséquente. Et il faut être spécialement vigilant. Je me suis promis, malgré le premier ressenti, de positiver. Donc on essaye, parce que c'est aussi le devoir d'un père de famille, de positiver tant que faire se peut, malgré tout ce que l'on peut tracter derrière, et de garder le moral au beau fixe, ou tout au moins essayer, tant pour son épouse que pour ses enfants, que pour son entourage, son personnel notamment. C'est vraiment important. C'est un mot que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, un peu spontanément, de la bienveillance. On doit vraiment déborder de bienveillance en ce moment. C'est important, c'est essentiel, c'est vital. Alors j'ai beaucoup de chance, j'ai une épouse formidable et des enfants voilà, qui le sont tout autant. Ma femme est extrêmement courageuse. Nous ne sommes pas les seuls, mais c'est une qualité que je lui accorde bien volontiers. Là aussi, elle, du jour au lendemain, et c'est ce qui lui a fait le plus mal, c'est le manque de travail, le fait de se sentir inutile, complètement inutile, d'avoir affaire à des mesures qui des fois sont incompréhensibles, contradictoires, euh, et de ne pas avoir cette écoute de notre côté, d'avoir l'impression d'être finalement rangé de côté et de devoir tout simplement attendre. Mon épouse pleure tous les jours. C'est pas difficile, c'est cash, c'est comme ça. Tous les jours depuis la crise, elle pleure ou le moral est au plus bas. Les enfants, inévitablement, voient leur maman dans cet état-là. Vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Donc il faut vraiment être hyper vigilant au quotidien. C'est vraiment voilà. Ce qui me marque moi le plus en tout cas au travers de cette crise, au-delà de l'aspect du volet économique qui n'est pas non plus négligeable. Alors douter, mal vivre les choses, mais depuis la première heure, depuis que l'on a l'impression d'être pointé du doigt, notamment dans l'ORECA, nous sommes les premiers à fermer, les derniers à ouvrir, on l'a déjà bien compris. Donc, oui, on accuse le choc, et tous les jours, et à chaque instant, à la même fréquence et intensité que l'on pratique notre profession, avec cœur, en permanence, au quotidien. Je le disais tantôt, ça construit nos vies. Donc on doute toujours, on se pose des questions, mais arrêtez, hors de question d'arrêter. Hors de question, on aime notre job, on vit avec et ça a construit notre vie. Encore une fois, familiale, personnelle, sociale. Hors de question de laisser tomber notre job, hors de question de laisser tomber les personnes avec qui l'on travaille.
Non, on passera à travers d'une manière ou d'une autre. Espérons que l'on passera à travers, mais hors de question d'arrêter. Alors c'est tout le problème de l'indépendant, du statut d'indépendant. Quand la vie tourne, quand on nous laisse travailler, quand ce virus n'est pas là, nous subvenons à nos charges, à nos besoins. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Il n'y a plus rien en rentrée d'argent. Plus rien, c'est zéro. Rien du tout. Hormis une économie éventuelle que l'on aurait pu faire. Pour l'Horeca spécialement, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur n'est pas à la fête depuis de longues années. C'est un secteur en souffrance. Beaucoup, au premier confinement, fermaient déjà leurs portes. Dans notre petit village ici, ça a frappé sec. Le deuxième confinement intervenant, avec un peu de recul, on regarde tout ça. Donc, je le disais tantôt, les charges sont présentes. C'est ce qui pour l'indépendant est peut-être de manière démesurée différent d'un employé, d'un ouvrier. Voilà. Ce n'est pas un statut privilégié, bien au contraire. Je ne veux pas viser ni les employés ni les ouvriers, que du contraire. Je serai d'ailleurs le premier à défendre ces statuts-là. Mais pour l'indépendant, une chose est certaine, c'est que quand le roulement s'interrompt, les charges continuent. Elles sont lourdes, elles sont très lourdes, elles sont décuplées par rapport à un ouvrier, à un employé. Encore une fois, ce n'est pas pour faire la comparaison, c'est pour bien faire comprendre la portée de ces charges qui font que vous croulez très vite. 2 semaines, c'est énorme. 4 semaines, enfin, voilà. Et ça aussi, je pense que là, au niveau de politique, il y a ce problème de perception des charges d'un indépendant. Je le lisais dans la presse dernièrement, et ça fait mal aussi, quelque part, de lire ce genre de choses-là. Les indépendants, 80% des indépendants Horeca vivraient au-delà, au-dessus de leur seuil habituel. C'est faux, c'est complètement faux. C'est même criminel d'aller reprendre ça dans la presse. Une fois que vous avez payé vos charges, les 3 premiers mois, le premier trimestre, le premier confinement, en vivant en 2, c'est 2800 € droit passerelle. On peut mettre des chiffres sur la table, c'est vraiment pas un problème. D'autant plus que c'est public et c'est connu de tous. 2800, 2900 € pour un couple. Et quand vous avez payé votre loyer, vos charges, électricité, gaz pour votre bâtiment, parce que ça continuera, c'est terminé. On s'était mis le reste de l'année à travailler, et en espérant bien travailler, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le rapport au commerce n'est plus le même, les gens ont été marqués par tout cela. On espérait pouvoir travailler de manière raisonnable et continue jusqu'à la fin de l'année pour rembourser le premier confinement. On commence seulement à relever la tête et à sortir de factures négatives, qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds et qu'on recommence avec un second confinement. Alors, encore une fois, je comprends bien le contexte sanitaire, mais la réalité économique est là. On se retrouve, et par rapport à cela, dans un sérieux problème. On a doublé le droit passerelle. On en est encore toujours à payer les factures du premier confinement. Enfin voilà, c'est compliqué. Alors là aussi, peut-être une petite remarque au passage. 85 jours. 85 jours pour toucher la première prime. 85 jours, imaginez-vous, coupé de tout salaire pendant 85 jours, avec une prime que l'on vous promet. Vous êtes indépendant par définition, vous n'êtes pas dépendant. Ce n'est pas non plus dans la mentalité. Et là aussi, il y a quelque chose qui s'est fait. Vous devez attendre une prime qui met 85 jours à arriver. Comment on peut expliquer cela? Comment on peut comprendre ça? Et comment on peut bien vivre des choses pareilles? Là aussi, il y a un sérieux problème à travailler. On est face à un cas de force majeure. Un fait du prince, finalement, qui nous interdit de travailler, qui nous empêche de travailler. Nous n'y sommes pour rien, c'est un cas de force majeure, et dès lors que l'on applique des subventions proportionnelles aux sorties des uns et des autres, que l'on cherche quelque chose là également de plus équitable. La situation dans un village n'est pas celle d'un commerçant qui travaillera au centre-ville, et ce n'est pas pour ma chapelle que je prêche, bien au contraire. Il faudrait des aides de l'État équivalentes à la situation personnelle. Est-ce qu'il y a des fois un décalage qui se fait et qui n'est pas fort équitable? Certains ne s'y retrouvent absolument pas, et d'autres peut-être un peu plus. Je ne dis pas un peu trop, je dis un peu plus. Il y a peut-être là aussi quelque chose à jouer sur le chiffre d'affaires déclaré et sur l'aide qui devrait être proportionnelle à cela. Donc faire intervenir l'État à hauteur de la perte effective du commerçant. Je pense que là on serait dans une logique un peu plus juste également. Contact humain, clairement. On se retrouve d'une activité, comme je le disais tantôt, où on travaille en permanence, on vit avec, je l'ai écrit hier sur un commentaire, mes grands-parents ont géré l'établissement, mes parents sont commerçants de Maison du Peuple, et je reprends, je suis la troisième génération. Voilà, j'ai été fonctionnaire quelques années, je suis revenu parce que ça me manquait, le contact était défaillant quelque part, et je m'y retrouve depuis aujourd'hui 20 ans. Il y a 20 ans qu'on construit quelque chose,
qu'on construit une affaire économique, mais qu'on construit aussi un tissu social, associatif. Et ça, c'est le cœur de tout, enfin pour moi en tout cas. Hein. Et c'est là où on a vraiment du contact, c'est là où on entend, encore une fois, hein, la personne qui est à la base, que certains jugent étant le petit, qui ne l'est pas forcément. Et on a déjà eu des personnes qui occupent des postes à responsabilité au comptoir. Alors c'est comique parce qu'on croise un peu tout et tout le monde. Et c'est une bonne école de la vie. Et finalement, c'est ce qui fait battre le cœur de la famille, le cœur du commerce, le cœur de notre vie. Et c'est ça qui manque, c'est ce contact avec tout le monde, n'importe qui, personne. Enfin voilà. C'est ça, c'est hyper important, c'est essentiel et ça nous manque au-delà du reste. Et je pense que si mon épouse, comme je le disais tantôt, pleure tous les jours, c'est parce que ça lui manque. On construit vraiment une relation avec les personnes, avec les associations et on sent une utilité sociale dans ce que l'on fait. Cafetier, comme on disait. C'est comique, c'est essentiel, parce que c'est le carrefour. C'est le carrefour où on rencontre tout le monde, n'importe qui, où on échange, où on communique, où on passe du bon temps, où on s'amuse. Et je pense que ça nous manque à nous, mais ça manque à pas mal de monde également autour de nous. En tout cas, ça me manque également. Et je ne manquerai pas d'y venir lorsque ce sera autorisé. Et avec le plus grand plaisir, et pas seul, en tout cas, j'espère. Voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Et je vais vous poser cette question que je pose à tout le monde. Lorsque tout ça sera terminé, il faut croire qu'un jour, tout s'arrête quand même pour notre plus grand bien. Et donc... qu'on aura vaincu ce terrible virus, quelle est la première chose que vous auriez envie de faire et que vous ne pouvez plus faire depuis le confinement? En mettant bien évidemment le contexte sanitaire et en partant du postulat que tout est... Comme tout une est vie clean. d'avant. Ouais. Demain, je monte la sono, je balance une invitation ouverte à tous, on met un fût de bière en perce, on fait la fête avec les potes, de la musique, on danse, on s'amuse, des accolades, des bises, des discussions, des rigolades jusqu'à pas d'heure. Pas tout de trop évidemment. Enfin voilà, vivre, tout simplement vivre, discuter, être proche, se faire la bise, des choses dans le genre. Enfin voilà, rien de bien compliqué, mais finalement ce qui est essentiel dans une vie humaine. Ben écoutez, en toute amitié, on se connaît bien, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas vous promettre d'être le premier arrivé ce jour-là, mais je peux m'engager à être le dernier parti. Ce sera moi le dernier parti. Et alors, voilà, pour terminer, simplement si vous êtes d'accord, d'écrire quelques mots dans le livre d'or sur votre ressenti par rapport à cette émission, ainsi de suite. Ou, voilà, ce sera aussi mon souvenir et ma récompense par rapport à ça. Remercier encore une fois franchement l'initiative, c'est pas du voilà, je pense qu'on n'est pas, non, du genre sûr, à se passer la pommade, mais franchement c'est important, comme je le disais tantôt, d'être écouté, d'avoir l'impression de... Voilà. Et comme j'aime le dire, c'est un plaisir et un besoin partagé. Voilà, enfin, je suis pas là pour faire ma capsule, mais qu'importe l'audience que ces vidéos peuvent avoir, ça me fait du bien, à titre personnel. Voilà, un grand merci dans tous les cas, tant pour moi que pour le secteur, que pour ce que ça représente. Ah ben merci beaucoup, et Guillaume, j'espère à très bientôt et pouvoir se voir jusqu'à très tard. Très tôt. Merci.